Voilà, on est en direct, on n'a pas tous les résultats bien sûr parce qu'ils tombent au fur et à mesure, mais ces élections de mi-mandat, on le sait, elles sont à haut risque pour l'administration Biden, mais il semble au moment où on se parle que la vague rouge républicaine n'a pas déferlé, et donc on s'oriente vers une victoire plus limitée des républicains à la Chambre des représentants. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On s'intéresse évidemment à l'impact que ça a sur les marchés financiers. Pas de claque donc pour l'administration Biden. Il limite la casse pour le coup. Clairement par rapport au sondage en tout cas, c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Bon, il va quand même perdre en fait la Chambre des représentants. Alors au Sénat, c'est kiff-kiff. Donc là, il y a il peut débat. Garder l'espoir, encore une fois, de conserver peut-être le contrôle du Sénat. Oui. Et c'est vrai que c'est une surprise. C'est une surprise à la fois vis-à-vis des sondages, mais aussi en fait vis-à-vis des épisodes précédents. Quand même, on a eu quelques présidents du type Bill Clinton, Barack Obama, et en général, ils se prenaient toujours une claque aux élections de mi-mandat. Ben voilà, encore une fois, l'époque est différente de celle du passé et ça le démontre. A priori, il va sauver les meubles. Même si, grosso modo, votre question principale, c'est quel impact ? Voilà. Bon, en réalité... Souvent, on dit que c'est un non-événement pour les investisseurs. Pour le coup, c'est effectivement, c'est ce qu'on dit en général et on souscrit, grosso modo, en fait, à cette hypothèse-là. Aujourd'hui, le vrai sujet, en fait, il est très très loin d'être celui de la gouvernance même américaine, puisqu'au final, quand on prend un petit peu de recul, même l'élection de Biden, et ça, on l'avait déjà dit, sur les grands sujets, qu'est-ce qui s'est passé de différent, hormis sur la forme évidemment, mais sur le fond, de véritablement différent en fait vis-à-vis de son prédécesseur. Les vraies questions qui comptent sont quoi ? Sont en externe la position vis-à-vis de la Chine, celle-ci n'a pas bougé. Donc là pour le coup, on a évidemment sur des modalités diplomatiques qui ne sont pas les mêmes, mais par contre sur le fond, la Chine reste, et c'est ce qu'on avait dit ensemble, l'ennemi public numéro 1 pour l'économie américaine et les États-Unis en général. C'est d'ailleurs acté qu'on soit démocrate et républicain depuis le milieu des années 2010, et ça n'a pas changé. Voilà, ce qui a éventuellement changé, c'est tout un flot de soutien de la demande privée par le gouvernement en place. Donc, mais ça, les paquets, ils sont déjà votés. Donc on a déjà en fait tout un pan de l'économie privée qui est soutenu par des grands plans d'investissement en fait publics, mais tout ça est déjà passé. Donc il n'y a pas de risque en fait de détricotage. Donc on a vraiment à peu près tout dans les tuyaux. Et donc les vrais sujets sont vis-à-vis de l'extérieur. Ça va grosso modo rien changer, si ce n'est sur la forme et encore. Et vis-à-vis de l'intérieur, le vrai sujet américain aujourd'hui, c'est est-ce que le péril inflationniste se transforme en péril récessionniste ? Et pour le coup, on va vers des difficultés d'ordre économique qui pousseront les autorités, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, à agir. Voilà, donc, et avec un Congrès divisé, encore une fois, avec une Chambre des représentants aux mains des Républicains et un Sénat qui serait démocraté. C'est le scénario qui est attendu d'ailleurs par les marchés, d'où le côté pas de surprise. Ça change quoi sur les questions d'inflation ? Parce qu'en fonction de ce qui est fait par l'administration Biden, ça a un impact sur l'inflation et donc ça a un impact sur ce qui intéresse les marchés. La Fed derrière. Oui, alors là-dessus, c'est ce que j'évoquais juste avant. Tout a déjà été voté. C'est-à-dire qu'en fait, les gros paquets qui viennent en soutien de la demande privée, parce qu'en gros, reprenons quand même les éléments. Aujourd'hui, on a de l'inflation. Inflation avec une forme de schizophrénie quand même, qui est la caractéristique des États-Unis depuis maintenant quelques trimestres, à savoir d'un côté le pouvoir budgétaire qui essaye en fait de soutenir la demande privée, soutenir les ménages et les entreprises américaines avec des grands plans de soutien. Donc ça, c'est naturellement plutôt inflationniste, puisque vous aidez les gens en fait à maintenir leur niveau de vie. Et de l'autre, des injonctions vis-à-vis de la Banque centrale pour dire calmez les tensions inflationnistes, donc montez vos taux. Et donc il y a une forme de schizophrénie aujourd'hui aux États-Unis. La question fondamentale, c'est est-ce qu'elle va durer ? Qu'on a aussi en zone euro d'ailleurs, tout en passant. Qu'on a aussi on a quand même en zone une euro, absence quand même de coordination entre politique budgétaire et monétaire aussi en zone euro. C'est vrai, mais on va dire que en gros, les gouvernements ne formulent pas d'injonction autoritaire vis-à-vis de la Banque centrale européenne pour qu'elle monte brutalement leurs taux. Alors que c'est un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Donc on va dire que on est un peu en retard de cycle et c'est un petit peu moins caricatural en zone euro par rapport aux États-Unis. Donc la question fondamentale, c'est est-ce que finalement cette dichotomie, ce langage d'un côté budgétaire où je soutiens la demande privée, d'un autre côté en fait les autorités monétaires qui essaient justement de ralentir les choses, est-ce que cela va être l'horizon qui est devant nous au cours des 2 prochaines années ? Qu'on soit 100% démocrate mixte ou 100% républicain, en fait c'est un sujet qui dépasse le gouvernement, qui est purement associé aux modalités économiques des États-Unis aujourd'hui, donc à la capacité des entreprises à faire face
aujourd'hui des vents contraires qui sont extrêmement sérieux. Des conditions de financement qui se dégradent, mais aussi aujourd'hui un pouvoir d'achat en fait aux États-Unis qui est en train de plafonner, de se dégrader, malgré l'inflation salariale. J'entendais tout à l'heure, en fait, c'est un sujet qui a été évoqué. Malgré l'inflation salariale qu'on constate aux États-Unis, elle ne compense largement pas en fait les tensions inflationnistes actuelles. On est autour de 5% sur l'inflation salariale, là où l'inflation est à 8%. Donc on a des revenus réels qui aujourd'hui sont négatifs. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, là, on avait des ménages qui avaient continué à consommer grâce à quoi ? Grâce en fait à ce qu'ils avaient accumulé, les cadeaux finalement de l'administration Biden, du temps de la crise sanitaire. Donc sur le stock d'épargne qu'ils avaient, on a des taux d'épargne qui sont revenus en deçà en fait d'avant-crise aujourd'hui. Donc il n'y a plus d'argent. Pas de bon augure, ça. Voilà, il n'y a plus d'argent. Donc la vraie question, c'est maintenant, quid du gouvernement quant à sa volonté d'en mettre plus ? Avec un congrès divisé où évidemment, en gros, les cordons de la bourse, en tout cas les cordons du déficit public seront peut-être un peu moins facilement mobilisables que par le passé. J'ai envie de dire ce que je viens de dire là, c'était un peu une vision traditionnelle. En gros, les républicains ne sont pas trop dépensiers, les démocrates ne sont plus dépensiers. C'est une caricature qui était une forme de réalité jusqu'à un certain temps. Bon, force est de constater qu'avant Biden, on avait Trump et qu'il n'avait pas été très économe en termes de déficit public aussi. Voilà. Donc là-dessus, on est vraiment en fait dans un entre-deux, mais le vrai sujet aujourd'hui, et les marchés l'ont bien compris, il est moins politique qu'économique. Et c'est ce qui aujourd'hui d'ailleurs détermine le fonctionnement des marchés. D'ailleurs, regardez sur les niveaux de taux. Les niveaux de taux, élection de midterm ou pas, ils n'ont pas bougé, on est au-dessus de 4%, et donc c'est vraiment ça en fait aujourd'hui. Sur le 10 ans américain. Sur le 10 ans américain, pardon, donc c'est vraiment la focale, elle est purement d'ordre économique. Aujourd'hui, le politique passe au second rang. La question fondamentale quand même sur les marchés, c'est si jamais l'économie ralentit telle qu'on peut l'anticiper, on va vers une récession, puisque clairement la Fed a dit « j'irai jusqu'à la récession pour faire rentrer dans le rang les anticipations d'inflation ». Donc récession, ça veut dire moins de demande. Est-ce que le gouvernement actuel arrivera à avoir une majorité pour soutenir la demande ? S'il ne soutient pas la demande, ça veut dire que la récession sera plus sévère. Et donc ça, pour les marchés, à horizon de moyen terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la récession est plus sévère, on n'aide pas les gens à continuer à consommer. Si c'est plus difficile, ça veut dire que les résultats des entreprises, pour le coup, finiront par décevoir et dans des proportions qui seront importantes. Ça, c'est le premier point. Mais en même temps, ça donnera un peu un bol d'oxygène à la Fed aussi. Évidemment, ça permettra progressivement en fait, de faire rentrer dans le taux. Donc, alors, juste d'un point de vue arbitrage, on peut considérer que cette année est une correction des marchés actions d'origine financière. En gros, un surplus de valorisation associé au fait qu'on a eu quand même des taux qui étaient extrêmement bas pendant très très longtemps, qui avaient amené les niveaux de valorisation, vous savez, c'est le fameux PER, le nombre d'années de bénéfices que les investisseurs sont prêts à payer pour acheter une action. Eh bien, on était sur des niveaux qui étaient historiquement élevés. Attention, cette phase de correction de cette année, c'est uniquement la correction d'un surplus de valorisation associé à une situation vraiment historique en termes de conditions de financement. Si jamais il y a récession, il faut quand même avoir en tête, même si la Fed pourra baisser ses taux, il faudra par contre acter. Tout à l'heure, je vous entendais dire que la réalité économique rattrapera, et ça sera elle au final celle qui déterminera l'orientation des marchés. Ça veut dire qu'historiquement, il faut savoir qu'une récession aux États-Unis, ça coûte sur les anticipations de bénéfices entre 16% et 35% de baisse, selon l'intensité de la récession. L'histoire se répète rarement, mais rime souvent. Si on est sur une récession simple, ça veut dire 16% de plus. Si vous actez aujourd'hui, il n'y a pas eu de révision de bénéfices. Il n'y a pas eu de révision à la baisse des anticipations de bénéfices sur les bénéfices qui jusqu'à présent bien tenus en même temps, qui sont à peu près bien tenus, même si on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes que par le passé. Mais ça, s'il y a récession, c'est intenable. Ça veut dire que donc des marchés aujourd'hui qui paraissent peu chers, peuvent le devenir. En réalité, en fait, peuvent l'être dès aujourd'hui. Si les bénéfices qu'on projette sont surévalués de 15%, ça veut dire que les niveaux de valorisation, en fait, eux-mêmes, ne sont pas à 15,5 ou 16 aux États-Unis, et en fait, sont à 18, 19, 20. On sort complètement, pour le coup, de l'histoire du Congrès, etc. Alors, si, parce que le Congrès, il y a deux possibilités. Soit, face à la récession, eh bien, les gouvernants actuels n'ont pas les moyens de soutenir la demande privée, donc on aura 16, 20, 25% de révision en baisse sur les bénéfices, donc ça n'a pas que sur le budgétaire. Et s'il y a une réaction budgétaire, alors là, la question fondamentale, c'est est-ce que les républicains, avec une chambre majoritairement républicain, accepteront de recreuser les déficits publics et donc d'augmenter encore le besoin de financement public. Et ça, pour le coup, ça pourrait quand même jouer aussi négativement sur les marchés actions. Pourquoi ? Parce que vous savez, le métier de financier, le métier d'investisseur, c'est que c'est finalement... c'est par rapport à l'épargne qui est générée et l'argent qu'on a à disposition, où est-ce qu'on va allouer ces sommes d'argent ? Et donc, dans la perspective où, pour le coup, on est des gouvernements qui réactionnent en fait le déficit public pour soutenir une économie qui est en perte de vitesse, eh bien, si on a des besoins de financement public qui montent, eh bien, c'est autant d'argent, vu que la Fed ne paiera pas, d'autant moins pour le reste. Et le reste, c'est quoi ? C'est l'immobilier.
qui est déjà en crise extrêmement sévère aux US, mais c'est aussi tout le reste. À savoir... Crise sévère, non, on est... Si, les volumes de transactions. Les volumes sont retournés, mais sur les prix, il n'y a pas de feu au lac. Immobilier, c'est classique. C'est normal. Les volumes de transactions s'assèchent. Ouais. Dans l'immobilier, quand vous n'êtes pas obligé de vendre, qu'est-ce que vous faites? Ça traduit quoi? Ça traduit le fait que les vendeurs ne sont pas prêts en fait à vendre, ne trouvent pas d'acheteurs à ce prix-là. Donc les volumes s'assèchent. 6-9 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en l'occurrence, vous avez compris que vous ne pourrez pas vendre au regard de ce que vous aviez imaginé. Et là, vous acceptez de matérialiser votre baisse. C'est pour ça que les prix de l'immobilier, il ne faut pas rêver. Quand les obligations font moins 15 ou moins 20, quand les actions font moins 15 à moins 25, imaginez que les prix de l'immobilier puissent rester stables. C'est une forme de leurre parce que simplement, il y a un effet retard. C'est comme un paquebot. Vous avez des hors-bords d'un côté, un paquebot de l'autre, mais à terme, il n'y a pas de doute. La correction sur les prix de l'immobilier, elle va arriver. Simplement, attention, il y a toujours un effet retard sur le prix. Le prix, c'est toujours c'est le prix de la transaction. S'il n'y a plus de transactions, voilà, et donc après, il faut attendre le temps. Il faut attendre qu'il y ait des transactions pour qu'il y ait un prix. Exactement, et donc on n'est plus très loin du moment où les Américains devront finalement passer à l'acte et accepter des conditions de prix qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait imaginées au départ. Ce que vous nous dites en creux, c'est que les marchés actions devraient baisser dans les prochains mois. Disons que simplement ce qu'on dit en creux, quel que soit le Congrès, parce que si le Congrès fait quelque chose pour soutenir l'activité, vous me direz, ça sera donc une récession plus limitée, moindre, c'est ça, meilleure pour les entreprises, mais au niveau de la Fed, ça l'encouragera à taper plus fort. C'est ça, et un effet siphon généré sur l'épargne à disposition, c'est-à-dire que si le besoin de financement public augmente, eh bien ça sera d'autant moins pour les marchés financiers, juste une manière de dire que le chemin est ténu, et simplement ce qu'on encourage, c'est de bien comprendre que la correction de cette année est une correction d'origine financière. S'il fallait faire une analogie historique, on serait plutôt sur 2000-2003. La question fondamentale, c'est qu'après avoir vécu en 2022 les années 2000-2003, donc une vraie correction purement financière, est-ce qu'on aura 2007-2009 en moindre proportion? Évidemment, ce n'est pas notre scénario central, mais est-ce qu'on n'aura pas cette jambe de baisse qui ne fera que traduire la réalité économique en fait, des entreprises? Et c'est ça les perspectives. Et donc malheureusement, le chemin pour le politique aujourd'hui est ténu. On n'est pas face à la crise sanitaire. On n'aura pas évidemment en fait une forme d'unanimité. Avec un monde politique américain qui est polarisé, qui est largement divisé. Voilà, pour soutenir en fait une économie qui subit un choc d'origine exogène. Là, on est vraiment sur des problématiques qui sont endogènes, qui sont internes aux États-Unis. Le chemin aujourd'hui est ténu. En tout cas, la ligne de crête est vraiment fine et voilà. En tout cas, attention, simplement parce qu'on est dans une phase de rebond. Là, on a repris entre 5 et 10% au cours des dernières semaines. C'est excellent, ça peut même durer. Mais attention, à moyen terme quand même, les perspectives, elles restent encore en fait largement obscurcies avec un lot d'incertitudes qu'il faudra à un moment donné acter dans la réalité des marchés financiers. Voilà, très bien résumé. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David. Salut.